À ce moment-là, est-ce que moi je devrais être interdit ? Je tiens des propos qui devraient être interdits d'après vous, non ? Je sais pas. Je me suis posé la question pour le Rassemblement national en termes de dangerosité, parce qu'on parle d'un parti qui s'apprête potentiellement à prendre le pouvoir. Et puisque vous votez mal, eh bien on va vous interdire de voter pour tel ou tel candidat. Vous extrapolez un peu, je trouve, enfin beaucoup. C'est-à-dire que vous transformez la proposition d'interdire un parti en le refus de la démocratie. C'est pas le même sujet. Si on veut une société à peu près apaisée, il faut cette égalité radicale pour le coup. Vous êtes communiste. Laurent Oberton est communiste. Thomas Guénolé, vous êtes docteur en sciences politiques, professeur d'université. Vous avez été membre de la France Insoumise. Vous intervenez régulièrement sur le plateau de France Info, de Sud Radio. Et vous êtes depuis la rentrée chroniqueur quotidien dans l'émission de Touche pas à mon poste. Vous avez écrit de nombreux livres, de nombreux essais politiques, comme Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, La chute de la maison Mélenchon, le livre noir de la mondialisation et plus récemment le manuel de résistance à l'extrême droite. Est-ce que j'oublie quelque chose de fondamental ? Non, à part que je suis professeur de relations internationales à la Schiller University, ça leur fera plaisir qu'on le mentionne. Laurent Burton, que le public de VA+, connaît bien, vous êtes un écrivain, romancier, essayiste politique. Vous vous êtes notamment fait connaître en 2013 pour la sortie de votre étude « La France Orange Mécanique » qui détaille et recense l'explosion de l'insécurité en France. Plus tard, vous publierez la trilogie Guérilla qui raconte et imagine la France en flammes, frappée par la guerre civile. Et puis dernièrement, vous avez publié aux éditions Magnus votre dernier ouvrage intitulé Guerre, un nouvel essai politique qui invite les Français à reprendre leur destin en main pour ne pas se laisser endormir par la secte. Et je n'oublie pas bien sûr La Furia, une revue trimestrielle dans laquelle vous êtes un des rédacteurs. Alors messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. La question centrale de cet échange est la suivante: qui cherche la guerre ? En d'autres termes, qui entretient en France un climat de haine et de violence ? Je vous propose deux axes pour y répondre. Le premier, la violence dans la société, dans la rue. Le deuxième, la violence de la politique et l'état de la démocratie actuelle. Thomas Guénolé, vous avez en face de vous quelqu'un qui a théorisé la montée de l'insécurité en France et l'explosion des faits de violence, en précisant la place décisive que joue l'immigration dans ce climat. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ce que ça m'évoque, c'est que je voudrais, puisqu'on est dans un débat d'idées, ce que je voudrais faire, c'est essayer de réfuter la théorie de l'ensauvagement de M. Oberton. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui n'auraient pas de culture scientifique, quand on dit réfutation, c'est qu'effectivement on teste une théorie et on voit si elle tient debout quand on la met à l'épreuve des faits. Alors, je rappelle que la théorie de l'ensauvagement que vous avez exposée, donc vous avez commencé avec, de mémoire avec la France Orange Mécanique. C'est ça. Et que la violence et la criminalité augmentent massivement et les agressions en tant que telles sont de plus en plus sauvages, c'est-à-dire de plus en plus violentes. Et que d'autre part, ce constat s'explique à cause de l'immigration d'origine africaine. De mémoire, si j'essaye de résumer de manière synthétique, c'est votre thèse. Je vais essayer de réfuter votre théorie de deux façons. Donc, première méthode de réfutation, la violence et la criminalité sont très rares en France. Les derniers chiffres disponibles qu'on a, en termes de, je vous parle d'enquête, vous connaissez ces sujets-là, puisque vous travaillez dessus. L'enquête de victimation, alors c'est l'INSEE qui diffuse ces chiffres, mais ils sont collectés en réalité par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI. C'est l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité. Bien. Les vols au domicile, vous avez 97,1% de la population qui n'ont pas été touchés. Les vols dans ou sur la voiture, je les ai additionnés. Sur une année. Oui, bien sûr. Ouais. C'est 96,2%. Les vols sur les gens, c'est 97,7% de la population qui n'est pas touchée. Les violences physiques, 98,9% pas touchées. Violences sexuelles, 96,4% pas touchées. Violences conjugales, 99% pas touchées. Menaces, 98% pas touchées. Et injures, 95,6% pas touchées. Donc, en France, que l'insécurité baisse ou qu'elle monte, et je ne conteste pas qu'elle augmente ou qu'elle baisse selon les catégories de délits ou de crimes dont vous parlez. Je ne le conteste pas, non pas je dis que c'est vrai, mais je n'ai pas besoin de le contester, parce qu'il me suffit de constater, pour réfuter votre théorie, que de l'ensauvagement, il me suffit de constater que la violence et la criminalité restent aujourd'hui très rares en France. C'est ce que je viens de faire, première méthode de réfutation. Je précise pour les gens qui nous regardent, là on est dans un débat d'idées, donc quand j'affirme avec une forte certitude manifeste que j'ai raison et que monsieur a tort, on est quand même dans un débat d'idées. Je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité et qu'il dit nécessairement des conneries, on est simplement dans un dialogue. Je le précise pour les gens qui nous regardent. Tout à fait. Parce que sinon après ça peut en énerver. Voyez. Deuxième méthode de réfutation, s'il y a un lien causal entre l'immigration et l'insécurité,
alors on devra avoir un coefficient de corrélation. Vous connaissez ces éléments-là en statistique. Un coefficient de corrélation. Alors pour que ce soit un lien très fort, il faudrait qu'on soit à 80%, 0,8. Pour que ce soit un lien fort, il faudrait qu'on soit à 0,6. Si on est en gros en dessous de 0,5, on n'est pas dans une corrélation constatée. Alors j'ai testé ça en prenant le pire sujet disponible. Les homicides, le nombre d'homicides par an. Variable numéro 1. Et variable numéro 2, la variable solde migratoire par an. Et j'ai calculé un coefficient de corrélation. J'ai les deux colonnes là, voilà, et j'obtiens 0,39966. Donc il n'y a pas de corrélation entre l'évolution, entendez-moi bien, je vais être précis, entre l'évolution du nombre d'homicides et l'évolution du nombre d'immigrés supplémentaires. Je devrais constater si, en fonction de l'augmentation, entendez-moi bien, si votre thèse était vraie sur le lien causal, on devrait constater que selon que l'immigration augmente ou baisse en termes de solde migratoire, on devrait constater une augmentation ou une baisse corrélée je suis d'accord. du nombre d'homicides. On ne la constate pas. Alors, attendez juste, et je termine le raisonnement et après je vous passe la parole, bien sûr. Non, mais juste préciser à partir de les dates, à partir de quand commencez-vous ? J'ai fait 2006-2020. Voilà. Okay, j'ai essayé pour avoir une plage assez longue et en même temps récente. C'est parfait. Voilà. Donc, conclusion, la violence et la criminalité sont très rares en France et, ça c'était ma première réfutation, et ma deuxième réfutation, il n'y a pas de corrélation suffisamment substantielle entre l'immigration et l'insécurité. CQFD, la théorie de l'ensauvagement, est, me semble-t-il, réfutée. Mais je vous passe la parole. Alors, sur l'indicateur de l'homicide, malheureusement, je ne pense pas que ce soit le meilleur, puisque il y a les progrès de la médecine d'urgence et il y a des classifications qui sont assez douteuses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de coups et blessures entraînant la mort qui ne sont pas qualifiés d'homicide. Enfin, ça, c'est les petits artifices du ministère de l'Intérieur. Mais surtout, si on prend une fourchette de temps plus large, on se rend compte que dans les années qu'il y a 50 ans à peu près, on avait peut-être 200 homicides par an en France. Ça, on peut le vérifier. À quelle époque, pardon Les années 50, vous prenez 1950. Parce que c'est stable depuis les années 80, on est d'accord. Il y a une très forte augmentation justement pendant les années 80. La stabilité statistique, elle intervient année 2000 à peu près par là. Les progrès de la médecine d'urgence, ils ne sont pas du tout étrangers parce que les tentatives d'homicide, elles, n'ont pas marqué cette stabilité, cette décrue statistique qui effectivement n'est pas corrélée avec les violences aux personnes en général qui, elles, augmentent extrêmement régulièrement sur toute la période depuis 30 ans. C'est pour ça que je vous dis quand même que les chiffres sont préoccupants, c'est qu'on a une multiplication par 6 des violences aux personnes constatées, des plaintes déposées, sachant que le taux de plaintes déposées est à peu près constant d'après les enquêtes déclaratives qu'on a. Alors, une multiplication par 6 des coups et blessures des personnes blessées, c'est quand même extrêmement important. Sur les plaintes, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'on a quand même un problème méthodologique ? Je pense. C'est-à-dire que, pour moi, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Je parle uniquement de méthode, pas de... Voilà. Pour moi, utiliser les recueils de plaintes ne fonctionne pas à cause de tous les gens qui ne portent pas plainte et qu'en fait, on doit se baser sur les enquêtes de victimation, c'est-à-dire des enquêtes massives, quanti, qui disent « Est-ce que vous, dans l'année, il vous est arrivé ceci ou cela ?» Il me semble, parce que sinon, alors, je veux dire, c'est ce que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. C'est ce que j'avais fait dans la France Orange Mécanique. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de gens, moi il m'est arrivé des trucs qui pourraient correspondre à un délit, je n'ai pas porté plainte pour autant. Je pense par exemple au fait de se faire insulter dans la rue ou de subir des menaces, ou de se faire voler son portefeuille, vous voyez. Et donc, il me semble que l'enquête de victimation est un critère plus sérieux. Je suis d'accord avec vous sur les enquêtes statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est évidemment les plaintes déposées, c'est la part émergée de l'iceberg en matière de sécurité. Oui, c'est l'insécurité déclarée, finalement. Alors, mais le problème des enquêtes déclaratives, c'est que c'est aussi de l'insécurité déclarée, d'une certaine façon. Donc, peut-être qu'elle sous-estime également. On ne peut pas être absolument sûr des chiffres véritables. Certains, avant, effectivement, ne prenaient pas attention à certaines agressions, et maintenant peut-être plus, et inversement. Donc, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le taux de dépôt de plainte, il est à peu près constant dans le temps. Malheureusement, beaucoup de Français n'ont pas confiance en la réponse judiciaire. Ils savent très bien que ça prend du temps, que souvent le verdict est décevant, s'il y a un verdict un jour. Par exemple, les viols, les violences sexuelles, on sait qu'on est
à un taux de violeurs condamnés qui est à peu près de 0,6%, ce qui est quand même assez dramatique. Alors, vous sortez de 0,6%, ça dépend quelle est votre base de départ. Est-ce que c'est le nombre estimé de viols? Est-ce que c'est le nombre... Justement, sur les enquêtes déclaratives... Voilà, c'est ça ma question. On part de là. D'accord. Okay. Vous avez là-dessus peut-être un taux de plainte qui est assez affligeant, qui était autour de 10% il y a quelques années, qui a un petit peu monté, mais pas beaucoup. Et finalement, au bout du bout, une fois que vous avez un type qui est inculpé, etc., le taux de condamnation est extrêmement faible, et c'est ce qui dissuade, à mon avis, assez largement les victimes de porter plainte. Est-ce qu'on pourrait, justement, je voudrais, si vous le voulez bien, on pourrait peut-être... Je pense qu'on a une convergence de diagnostic sur au moins un sujet, pas sur l'ensauvagement, on vient d'en discuter, mais je pense qu'on a un sujet de convergence précis qui est le diagnostic sur le problème de la chaîne pénale, qui déconne. Peut-être qu'on n'a pas la même explication, parce que vous, de mémoire, mais corrigez-moi si je me trompe, vous, de mémoire, vous êtes sur une explication par le laxisme judiciaire. Vous employez le mot laxisme, alors que pour moi, c'est un problème de sous-effectif. C'est-à-dire que, et vous me direz si, voilà, il me semble que le système judiciaire français fonctionne comme une gare de triage. Ils ont une pile comme ça de dossiers à traiter. Et ça les conduit à rejeter un maximum de dossiers sans les traiter, juste en se disant j'ai plus grave à traiter dans ma pile. Et dans les trucs graves qui restent, à être assez sévères dans ce qu'ils vont garder. Mais pourquoi ils le font? Parce que en juges par habitant, on a moitié moins de juges en France que la moyenne européenne. Et on a... je crois 4 fois moins de procureurs, on a tendance à l'oublier, que la moyenne européenne. Et donc, le budget de la justice est très faible aussi. Et donc il me semble qu'il est incorrect de qualifier ça de laxisme et que c'est un comportement... Vous savez, la médecine de guerre, on sauve que ceux qu'on peut sauver. Et bien là, c'est une sorte de justice de guerre au sens où, dans un contexte de pénurie en juges, de pénurie de procureurs et de pénurie budgétaire, ils vont prioriser garde de triage, ce qu'ils vont pouvoir... Ils font de la justice de triage, pas une justice de guerre, une justice de triage, dans laquelle ils vont écarter les dossiers qu'ils considèrent comme pas prioritaires dans leur pile par rapport au temps de travail qu'ils ont pour pouvoir en sanctionner. Et quand ils gardent des dossiers, les peines prononcées sont sévères. Donc et je conclus, donc c'est pas du laxisme, c'est un problème de sous-effectif et de sous-budget. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Laurent Berton, je vais vous laisser conclure sur cette partie, après on passera à une autre question. Je partage cette analyse sur le manque de moyens, ça c'est très clair, il n'y a pas assez de magistrats, pas assez de places de prison, très net, parce que beaucoup de magistrats ne peuvent plus envoyer des condamnés en prison. Il y a plus de 100 000 peines par an qui ne sont pas exécutées. J'ai un désaccord là-dessus, je pense qu'il y a en fait des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas, et il y a des gens qui devraient être en prison et qui ne le sont pas, vous me suivez? Peut-être. Le laxisme vient surtout de l'État qui ne se donne pas les moyens d'appliquer la loi. Parce que si aujourd'hui le code pénal était appliqué par les juges, comme vous dites, si on ne faisait pas de triage, si toutes les peines étaient exécutées, on n'aurait pas du tout assez de places de prison. Donc on ne s'est pas donné les moyens d'appliquer la loi. Par conséquent, on a trouvé ce système de peines alternatives, de bracelets, de pointage, etc. Tout un tas de manières d'éviter l'application stricte du code pénal. Et à mon avis, c'est aussi ce qui fait qu'on a ce sentiment d'impunité, cette insécurité galopante. Alors là-dessus, juste, pardon, parce que vous allez voir, parce que c'est des sujets qu'on aborde quasiment jamais. Il faut qu'on parle aussi du versant migratoire dans le... Mais c'est-à-dire que sur la stratégie pénale, j'allais dire, là où j'ai un désaccord avec vous aussi, c'est que vous venez de dire on n'a pas assez de places de prison et donc on ne peut pas de toute façon appliquer le code pénal tel qu'il est. Là-dessus, j'ai un désaccord avec vous simplement parce que quand vous regardez statistiquement, vous connaissez déjà ces chiffres, je pense, quand vous regardez statistiquement le taux de récidive chez les gens qui sont condamnés à une peine légère, j'ai bien dit à une peine légère, de mémoire, c'est 70-75% qui ne récidivent pas. Et il en reste un quart. Statistiquement. Il en reste un quart qui, eux, vont récidiver. Et donc, l'approche rationnelle, c'est sauf bien sûr pour les crimes graves, ça va de soi, mais pour les délits, j'allais dire, ordinaires, si vous me passez l'expression, l'approche rationnelle, c'est peine légère la première fois, parce que ça suffira pour qu'ils ne recommencent pas. Et ensuite, les 25% qui vont récidiver, on doit les considérer comme des gens qui entament une carrière de criminels et de délinquants. Et pour eux, il va falloir sévir de manière graduelle. Mais la question pour moi, c'est est-ce que la peine de prison est systématiquement la plus efficace en termes de sanctions? Il y a aussi des interdictions d'exercer telle ou telle profession. Il y a aussi la privation des droits civiques. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mon objection, c'est que le tout carcéral, le tout prison,
peut poser des problèmes, en particulier parce que derrière, ils sortent potentiellement pire qu'en entrant, du fait d'un effet de socialisation criminelle. C'est un énorme problème des prisons françaises. Et voilà, et ma question c'est, est-ce qu'on n'a pas pris l'habitude, je n'ai pas de réponse claire là-dessus, c'est une réflexion uniquement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer en termes de travail de resocialisation des prisonniers avant de les lâcher, parce que quand on les lâche, ils sont pires qu'avant. Oui. Alors, juste un petit problème sur la récidive. On cite souvent les chiffres, mais malheureusement, comme on a très peu d'individus pris par rapport au nombre de forfaits commis, le chiffre de la récidive est évidemment minimise énormément la réalité. Il y a, comme on a dit, vous avez très peu de violeurs qui ont affaire à la justice, donc certains sont probablement déjà récidivistes et on ne le sait pas. Donc le chiffre est souvent très sous-estimé. Sur la question de la représentation de l'immigration dans l'insécurité, c'est une part intégrante du travail de Laurent Burton. Ouais. Est-ce que le lien entre l'immigration et la délinquance... J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu sur la corrélation. Oui, bien sûr. J'ai dit, voilà, je fais un calcul, il n'y a pas de corrélation. Vous vouliez renforcer votre thèse. Oui, moi, j'ai constaté, des chercheurs l'ont constaté bien à ma place, que les individus qui commettaient le plus de crimes et délits en France étaient issus de l'immigration. Pas seulement des étrangers, mais aussi des Français descendants d'immigrés. Ça, statistiquement, personne ne m'a jamais montré le contraire. Moi, j'étais pour l'autorisation des statistiques ethniques. On mesure bien les présentateurs à la télévision, dans les publicités, dans les conseils d'administration. Pourquoi ne pas le faire dans les prisons, dans les commissariats, parmi les mises en cause, etc. Il n'y a rien d'aberrant là-dedans. La vérité, voilà, moi j'ai pas peur de la vérité. Je vois pas pourquoi on devrait s'épargner, semer cette espèce de tabou sur un sujet comme ça qui est déjà assez difficile en général à aborder. Et malheureusement, on a fait peser sur ce sujet tout un tas de chantages idéologiques qui empêchent les chercheurs, c'est pas mon cas. J'espère pas, mais qui empêchent les chercheurs de dire ce qu'ils ont à dire, de dire voilà, ce sont des choses constatées. On a tendance à accuser les flics de contrôler aux faciès ou ce genre de choses, de discriminer. C'est mesuré pour le coup. Mais voilà. C'est mesuré, mais les policiers essaient de faire leur travail, essaient d'avoir des résultats, et il y a des profils signalés. Vous allez voir les policiers qui vont passer devant en patrouille, vous leur demandez quels sont les profils de délinquants signalés que vous recherchez. C'est pas pour ça qu'ils le font. En tout cas, s'ils contrôlent Mamie Georgette ou Tata Suzette à la place, ils auront des résultats désastreux. Okay, donc, ils s'adaptent à la réalité criminelle. Alors, là-dessus, d'abord sur le contrôle aux faciès et puis après sur immigration. Juste les statistiques ethniques, est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour... Alors, non, mais je vais être chiant si je vous explique pourquoi. Mais voilà, c'est pour le public, je pense. On peut repartir sur le... D'accord, faciès, s'il vous plaît. C'est-à-dire que l'écrasante majorité de la population française, au sens sociologique, ne fait pas partie d'une ethnie. Donc voilà, si vous dites statistiques ethniques au sens de l'ethnologie, je ne vais pas être d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Ou alors vous me dites qu'il faut le faire en fonction de la couleur de la peau, et dans ce cas-là, c'est un délit, parce que ça va être sur des critères qui sont objectivement racistes. L'INSEE a déjà fait des études sur les descendants d'immigrés sans que ça pose problème. Ils sont français, descendants d'immigrés, voilà. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. C'est tout à fait légal. Alors, mettons des statistiques migratoires ou sur l'ancestralité migratoire, on peut appeler ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais statistiques ethniques, j'ai toujours trouvé cette expression complètement grotesque parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'ethnie en France. Oui, non, mais c'est une... Mais voilà, c'est un abus de langage et il faut faire gaffe. Sur le contrôle aux faciès et ensuite sur le lien immigration causale ou pas. Sur le contrôle aux faciès, il se trouve que pour mon bouquin que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, j'avais fait donc du terrain, j'avais fait des entretiens. Vous savez, les entretiens sociologiques de base, voilà. Et j'en ai fait y compris avec des flics. Je dis des flics sans caractère péjoratif. Je non plus. Voilà. Et donc, en l'occurrence, voilà ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que quand ils font des contrôles d'identité massifs de Noirs et d'Arabes jeunes en survêt, en clair, c'est pas pour des questions d'insécurité ou de délinquance, c'est pour faire du chiffre en chopant des sans-papiers. Donc ils ont un gros filet de pêche. Ils ont un gros filet de pêche. Leur raisonnement, c'est pas sur des criminels ou des délinquants. Leur raisonnement, c'est sur des sans-papiers. Pourquoi ? Parce que ils ont 2 colonnes pour leur politique du chiffre, avec une pression du commissaire, qui a une pression de sa hiérarchie, et ça remonte parce qu'il y a un système de primes. Vous savez ça. C'est-à-dire que pour avoir un certain nombre de gens dans la chaîne hiérarchique du ministère de l'Intérieur touchent des primes en fonction de la politique du chiffre atteinte ou pas. Sauf que le chiffre est indifférencié entre démanteler une filière de trafic de je ne sais quoi et juste choper des sans-papiers. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Vous postez à la sortie de tel ou tel RER ou je sais pas quoi par rapport à telle ou telle concentration,
de population qui va être noire ou arabe, pour être clair. Et vous prenez surtout des jeunes mecs. Pourquoi ? Parce que ça colle le plus, potentiellement, à des profils de sans-pape. Et vous faites quoi ? Vous les contrôlez tous. Vous allez en contrôler une centaine, vous en allez en avoir peut-être un qui va être un sans-papier. Vous avez fait votre chiffre de la matinée. Ça ne vous a pas demandé de travail. C'était pas compliqué. Et vous avez coché votre case, le commissaire sera content. C'est une stratégie d'optimisation bourrine, pardonnez-moi de le dire comme ça, pour faire du chiffre sur le fait de choper des sans-papiers. Ce que vous me dites, là, c'est exactement le gendarme qui est dans son bosquet avec son radar sur une route de campagne dégagée. C'est pas du tout. Très bien. Voilà, mais c'est pas du tout pour réduire la délinquance ou la criminalité. La preuve, si je braque une banque, que je sors de la banque, avec, dans ma valise, le produit de mon braquage de banque, et qu'un policier me demande mes papiers, je présente mes papiers sont en règle, je peux ensuite continuer ma route et rentrer chez moi avec le produit de mon larcin. C'est pas le même sujet. Sauf si vous avez été signalé et que vous êtes recherché. Ça, c'est pas le même sujet. Et là, pour le coup, on va vous contrôler au faciès parce qu'ils auront votre description. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Et regardez les faits divers aujourd'hui, quand vous avez un crime grave qui est commis, que l'agresseur est à peu près décrit par la victime et qu'il est arrêté, souvent c'est comme ça, la police l'a arrêté dans le métro ou dans machin, ce sont des contrôles qui sont basés sur une description physique, rationnelle. Vous parlez pas des contrôles d'identité officielle. Non, mais là je vous parle de la répression de la criminalité. Voilà. Mais oui, c'est des sujets, parce que quand c'est quelqu'un qui correspond à un profil d'un signalement par un témoin, voilà, il est ceci, il est grand, il est petit, tout ce que vous voulez. Quand c'est ça, ils ne sont pas en train de lui demander ses papiers. Ils sont en train d'essayer de repérer un suspect en fuite, etc. Moi, je vous parle des contrôles d'identité au faciès. Ça sert uniquement... Alors, par ailleurs, vous avez vu que l'INSEE a montré que les jeunes ruraux étaient davantage contrôlés par les forces de l'ordre sur la route que les jeunes des cités et des banlieues. Parce qu'ils ont moins de bagnoles. Ils ont moins de bagnoles, excusez-moi. Si. Ils s'en servent pas mal quand même. Il y en a, mais il y en a peu en réalité. Il y en a peu, mais si les flics voulaient réellement faire mal à ces jeunes en particulier, ils se concentreraient sur ces zones-là, évidemment. Ils n'iraient pas se faire chier le long des routes pour attraper un type Là, pour le coup, c'est même plus un grand filet, c'est un filet immense et il y a très peu de poissons à se mettre sous la dent. Alors qu'on sait très bien que dans les banlieues, les véhicules, l'homologation des véhicules, etc., il y a 1000 manières de faire du chiffre facilement. Et ce n'est pas fait. Les trafics, c'est exactement la même chose, parce que les policiers ont des consignes. C'est la question de la légalisation du cannabis, mais c'est un autre sujet. Ah, mais enfin, moi, cette question peut être ouverte sans aucun problème. Moi, pour moi, en général, les partisans de la légalisation n'ont pas les meilleurs arguments parce qu'ils imaginent que ça va mettre un coup d'arrêt au crime organisé, et c'est pas du tout le cas. Non, moi mon argument est médical, mais c'est aussi... moi je pense que la question peut se poser, mais à partir du moment où le consommateur en assume les pleines conséquences. C'est pour ça qu'à bien sûr. Oui, mais donc comme à partir du moment où c'est aux autres, à la société de payer les cures de désintox, etc., c'est exactement la même chose que l'alcool ou le tabac. Ça devrait être aux consommateurs d'en assumer les conséquences et pas la société entière. L'ivresse sur la voie publique est un délit. Oui, absolument. Et l'ivresse au volant est un délit. Il faut faire pareil pour le cannabis quand on est défoncé. Être défoncé sur la voie publique ou au volant doit être un délit. Le reste du temps, fais bien ce que tu veux. Encore une fois, s'il y a les crimes sans victime, je suis plutôt... le journaliste qui nous interviewe est un consommateur massif de cannabis, tout le monde le sait. Et il a tendance quand même à être relativement sobre quand il est au travail. Voilà, il est défoncé chez lui. Et c'est très bien, je le fais. Par exemple, là, vous vous rendez compte de rien. Voilà, par exemple. Sur le lien causal ou pas entre l'immigration et l'insécurité, délinquance, criminalité, moi je ne conteste pas que les immigrés soient surreprésentés dans la population de délinquants ou de criminels. Je ne le conteste pas. Je ne conteste pas non plus que ce soit le cas parmi les détenus. Parce que si je le contestais, je contesterais une réalité statistique. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas, néanmoins, de corrélation, je vous le disais tout à l'heure, on ne constate pas de corrélation entre l'évolution de l'immigration et l'évolution de délinquance, criminalité. Attendez juste, je termine là-dessus, vous allez voir. Deuxième point. Donc, certes, il y a une surreprésentation, mais ça ne fait pas de l'immigration la cause de la montée de la délinquance et de la criminalité, parce que sinon on aurait une corrélation statistique. Deuxième point. Troisième point, les immigrés sont aussi surreprésentés, et dans des proportions à peu près égales, étonnamment, parmi les victimes de l'insécurité, criminalité aussi bien que délinquance. Et si l'immigration est à la fois, si la population immigrée est à la fois surreprésentée logiquement, dans les auteurs et
dans les victimes, ça voudrait dire qu'il y a une troisième variable qui influe sur ces deux éléments-là, logiquement. Et moi, mon hypothèse, mais je n'ai pas de chiffres pour la prouver, donc c'est au stade de l'hypothèse de travail, entendez-moi bien. Dans ce cas-là, c'est que la troisième variable serait une combinaison entre la pauvreté, mais attention, ça ne suffit pas, parce qu'il y a plein de pauvres qui ne sont pas du tout délinquants criminels, et une extrême désocialisation familiale, notamment, et sociale au sens encadrement social, vous savez, voilà. Et je crois que... Mais je ne peux pas le prouver, j'insiste là-dessus. Je ne peux pas le prouver. Je dis juste, c'est l'hypothèse que je formule, c'est que les cas extrêmes de pauvreté plus désocialisation, notamment familiale, prédisposent à criminalité, délinquance, et que la population immigrée pauvre est surreprésentée donc uniquement parce qu'ils ont tout ça en commun, à la fois dans les victimes et dans les coupables. Vous me suivez ? Par contre, l'immigration en tant que telle n'est pas... Je sais que c'est complexe, hein, je dis ça pour le public, mais on essaye d'être rigoureux. On a le temps pour... Voilà, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et donc, ça, par ailleurs, l'immigration en tant que telle n'est pas une force causale. C'est ça qui est important à comprendre. Alors, quand on parle d'immigration, on a effectivement précisé qu'il s'agissait de certaines immigrations. Par exemple, si on prend l'immigration est-asiatique, qui est issue de milieux extrêmement modestes, qui a subi des discriminations assez sévères à peu près partout où elle s'est répandue, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Europe, en Australie, absolument partout. Et c'est toujours caractérisé par une criminalité inférieure à la moyenne des pays d'accueil. Par exemple, en France, les individus issus de l'immigration est-asiatique, donc japonaise, coréenne, chinoise, sont moins délinquants que la moyenne autochtone. Les natifs... autochtone, ça ne me dérange pas. C'est très bien. En plus, autochtone, c'est un terme neutre. Donc ça va. Allons-y. Alors, non, mais ça va. Oui, donc... Alors que français de souche, vous voyez, c'est pas très sérieux comme critère. Autochtone, c'est très plus sérieux. clair. Enfin, moi, je vois pas le problème. On peut dire gaulois, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas un problème. Gaulois, oui, mais, enfin, vous voyez. Ça existe. Non, parce qu'en fait, gaulois est une. Enfin, il faudrait dire celte dans ce cas, si on est rigolo. Oui, pourquoi pas celte, c'est très bien aussi. Mais ça remonte à loin. Un petit peu plus gaulois me concernant, mais ça remonte à loin quand même. Mais c'est l'ancestralité. Les Africains, si vous leur dites qu'ils sont pas africains. Mais dans ce cas-là, il faut rendre la France à l'Éthiopie et la planète entière, si on raisonne comme ça. Ah bah en termes d'ancestralité. Vous remontez extrêmement. Ah bah oui, il y a des débats là-dessus, on n'est pas sûr de ça. C'est arbitraire, vous voyez. Oui, en fait, la planète entière appartient à l'Afrique. Mais la vie, c'est comme ça. Hein, les sentiments d'appartenance se fondent. C'est ça, c'est mais les croyances. De là à dire que ça n'existe pas, c'est un petit peu... Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que ce sont des systèmes de croyances dans lesquels on fait du cherry picking, où on dit, où on est très sélectif dans ce qu'on prend ou pas comme étant une appartenance. Donc c'est pas ça a toujours été comme ça. Bien sûr. C'est une réalité objective, le fait de fonctionner comme ça. Oui, voilà, le fait de fonctionner comme ça. C'est ça, je suis d'accord. La croyance collective, en fait, le sentiment d'identité et d'appartenance, je qualifierais ça de religion civile, personnellement. Très bien. J'en étais sur mon immigration donc est-asiatique. Voilà, pour dire qu'effectivement, il y a des différences et on constate que, par exemple, l'immigration d'origine africaine connaît, elle, des difficultés partout où elle est représentée. Et elle est surreprésentée en matière de criminalité absolument partout. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas du tout la majorité de cette immigration qui est concernée, mais ce qu'on peut appeler une minorité invalidante en quelque sorte, qui est extrêmement surcriminalisée et qui pose des problèmes de capital social conséquents et très difficilement solubles partout où un pays est confronté avec une immigration importante de cette nature. C'est un constat. Les explications des chercheurs ont avancé chacun les leurs, la sous-socialisation, la pauvreté, le milieu criminel. Pour les Asiatiques, vous voyez bien que ça irait plutôt dans mon sens, mais on a des points de convergence sur ce sujet-là. C'est-à-dire que dans leur cas, il y a un contrôle social, c'est un phénomène sociologiquement connu, il y a un contrôle social extrêmement fort. Vous voyez ? Et donc, la grille de lecture, extrême pauvreté, plus de désocialisation très forte, notamment familiale, mais plus largement de ce qu'on appellerait les corps de contrôle social à l'échelle d'une population, ça fonctionnerait assez bien. Mais dans ce cas-là, c'est toujours pas l'immigration la variable. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'on constate que, et ça serait attesté, que quand on parle de criminalité et de délinquance autochtone,
voyez, si on enlève la variable immigration, on va constater que c'est plutôt des gens qui viennent de milieux populaires et, parce que ça ne suffit pas, extrêmement désocialisés, familles gravement dysfonctionnelles, etc., etc. Et dans ce cas-là, l'immigration n'est toujours pas un facteur causal. Sauf l'immigration qui nous concerne se caractérise par cette sous-socialisation, ces lacunes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'éducation, et que le schéma se reproduit partout. À un moment donné, le pays d'accueil serait fondé à se demander si cette immigration est une chance pour lui, pour son mode de vie, pour son niveau de vie, de civilisation, ou est un désastre. Alors là-dessus, un désaccord sur la façon de poser le cadre d'analyse que je vais avoir avec vous, ça va être de considérer que l'immigration serait quelque chose que l'État contrôle. Et à ma connaissance, les seuls pays qui contrôlent l'immigration sont des pays qui ont littéralement construit un mur avec des miradors, etc., barbelés, etc. Ce sont les seuls. La Corée du Nord contrôle l'immigration, je suis d'accord. C'est un constat. Aussi, par exemple. L'Australie, parce que c'est une île et parce qu'elle coule les bateaux, littéralement. Et parce qu'elle a des camps de... Pardon de le dire comme ça. Elle a dit qu'elle coulerait les bateaux. Non, c'est arrivé. Elle n'a pas coulé avec les gens dedans. J'entends bien, mais elle coule les bateaux. Et elle a raison de le faire. Et elle met en place des... Alors, je ne suis pas à l'aise sur le fait d'appeler ça des camps de concentration, parce que même si c'est le cas factuellement, ça convoque un imaginaire. Moi, je suis d'origine ashkénaze, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais appelons ça des camps de prisonniers. Voilà. Il y a des camps de prisonniers qui vont être d'ailleurs externalisés. L'Australie fait ça à Nauru, de mémoire, ils ont fait ça. L'Italie essaye de faire ça en Albanie, mais la justice italienne fait blocage. Et donc, soit on essaye de faire ça en France, et donc on entre dans un certain modèle de société. On a... Et on peut en débattre. Moi, j'avoue ne pas le souhaiter, mais en même temps, je suis un cosmopolite assumé, donc c'est cohérent, si vous voulez. Je suis cosmopolite et xénophile. Oui, il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a pas de surprise. Soit on considère que c'est à la fois pas souhaitable et plutôt irréaliste en termes de chances de succès, c'est-à-dire que l'immigration, c'est un fait. Et la question, c'est comment on l'organise, comment on la régule, mais pas comment on l'arrête. Mais elle est déjà organisée, parce que là, on parle de l'immigration illégale, c'est-à-dire les individus n'ont pas de papier, veulent venir dans ce pays et n'ont pas les visas, n'ont pas entrepris les démarches légales souhaitables. Et l'État, par ailleurs, organise la distribution de visas, de titres de séjour sur des proportions de population beaucoup plus importantes. Donc si, il y a cette forme de régulation, l'administration française organise l'immigration. On accompagne un phénomène qui se produit de d'autres côtés. Voilà, et moi je pense qu'il est beaucoup plus réaliste de s'y opposer, de trouver des moyens de renverser ce phénomène, de dissuader soit les clandestins, soit les immigrés. Voilà, c'est là notre désaccord. Moi, je pense que c'est pas faisable, sauf en devenant la Corée du Nord. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable de manière extrêmement simple, sans prendre de mesures radicalement aberrantes, simplement, comme l'Australie, comme d'autres pays le font, et que c'est extrêmement souhaitable, car plus ce problème migratoire prendra d'ampleur, plus il sera difficile à résoudre, justement, de manière posée, on va dire. Alors donc sans excès. Donc vous mettez nécessairement, comme Trump aux États-Unis, à la frontière sud, mais il n'a pas été le seul à le faire, il y a d'autres présidents, mais c'est un détail. Ça supposerait, d'un point de vue pratique, alors il y a les contrôles dans les aéroports, ça va, il n'y en a pas 50 non plus, enfin si, il y en a sans doute 50, mais c'est faisable matériellement, mais ça suppose que vous installiez, que vous construisiez des murs à un certain nombre de frontières de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous dis ça sans ironie, d'un point de vue pratique, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça supposerait de construire un mur frontalier efficace. Attendez, le coût que ça représente, plus la surveillance, de faire ça en Guyane, par exemple. C'est-à-dire, on parle quand même de construire un mur de 20 mètres de haut et au moins 2 mètres d'épaisseur en Amazonie, dans la forêt amazonienne. J'ajoute que vous devez faire ça aussi dans la chaîne des Pyrénées. J'ajoute que vous devez faire ça dans une partie de la chaîne des Alpes, que vous devez rajouter à ça des patrouilles. Attendez, vous êtes dans Age of Empires. Non, je suis votre logique, simplement. Et je dis d'un point de vue, j'essaie de la tester, c'est encore une fois, réfutation ou pas, j'essaie de la tester d'un point de vue opérationnel. Ça suppose aussi de mobiliser toute une flotte de guerre, parce que c'est des navires militaires qui vont le faire, ou des navires policiers qui resteraient à construire. Là, on parle de combattre une véritable invasion organisée, là. Non, mais je dis juste... Non, mais parce que vous avez dit, si on veut arrêter l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, ça suppose d'avoir des patrouilles permanentes aux frontières et des murs
Ah bah oui, si. On fait sérieusement la guerre aux trafiquants de chair humaine et à leurs complices sous couvert d'associatifs, etc. On rend l'immigration coûteuse, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas cotisé, dont les ancêtres n'ont pas cotisé, vient en France et bénéficie de tous les services que les Français ont contribué à payer. Ça on le veut pas, mais c'est comme ça que ça se passe. On peut avoir un débat Donc, sur l'AME, mais sinon c'est pas il vrai. faut frapper cette immigration de caution extrêmement lourde. Celui qui veut venir doit s'acquitter d'une caution très lourde. Et à partir de là, si il ne se soumet pas à ces règles, eh ben, il sera puni, il sera incarcéré, il sera expulsé, j'en sais rien. Ça paraît extrêmement plausible de dissuader ces individus de venir. S'ils viennent, c'est qu'ils ont des raisons de venir. On leur donne des raisons de venir. On peut leur donner aussi des raisons de ne pas venir ou de repartir. Merci beaucoup. Alors je voudrais qu'on sorte un peu du débat de statistiques pour parler du sentiment d'insécurité qui est largement partagé en France. Laurent Burton, en face de vous, Thomas Guénolé a déjà dit dans les médias qu'il y avait un problème. Chez vous. Alors vous savez pas ce que je veux dire encore. Le sentiment d'insécurité. Non, j'y viens. Il y aurait un problème de surmédiatisation des faits divers. En effet, vous l'avez déjà dit. Laurent Burton, est-ce que la surmédiatisation est un facteur du sentiment d'insécurité ? Un facteur majeur ? Alors je ne sais pas, il faudrait étudier la corrélation, comme vous dites, entre le temps d'antenne qui est consacré aux faits divers et ces fameux sentiments d'insécurité, si les gens se sentent plus ou moins en insécurité qu'avant. Moi, je ne crois pas que, par exemple, on a beaucoup reproché à une chaîne de télévision, à la chaîne CNews, de faire le jeu de on sait qui, et d'avoir ce rôle de catalyseur, de faiseur de peur qui fait que les gens votent mal. Je suis pas du tout sûr qu'on puisse retracer ce lien, parce que je sais que ça fait déjà quelques décennies que les Français estiment que la justice ne fait pas son travail et est laxiste, et que la France va pas très bien de ce point de vue-là. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment ce fameux lien de cause à effet. Moi je pense plutôt que les médias, dans leur ensemble, avaient tendance à minimiser l'insécurité. Moi, quand je suis arrivé sur le plateau c'était chez Ruquier à l'époque, sur France 2, en parlant de 200 viols par jour d'après les enquêtes déclaratives, tout le monde avait tout tombé de sa chaise, alors que ce sont des chiffres qui étaient connus par les chercheurs depuis très longtemps et qui n'avaient pas voix au chapitre médiatique. Donc ça m'étonnait qu'un sujet aussi important soit mis sous le tapis. Aujourd'hui, je pense que les médias sont un petit peu obligés d'y venir, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a CNews, il y a des médias qui font un peu plus leur travail. Alors, on est à plus ou moins, on oscille selon les années entre 700 et 900 homicides par an en France. On a dépassé 1000. Attendez, ça dépend des années. Bon. Admettons même 1000, si vous voulez. Juste, c'est pour la démonstration. Je ne suis pas en train de voilà. 400 000 coups et blessures. Entendez-moi bien. Si j'ai mettons 1000 homicides dans l'année, ça veut dire que, de manière très approximative, je peux faire 3 sujets médiatiques par jour sur des homicides. Et donc... On les fait sur les féminicides en général. Oui, mais ça veut dire que si un journal télévisé ou un magazine ou un journal a comme ligne éditoriale de systématiquement parler des homicides à chaque fois qu'ils se produisent, on va se retrouver avec 3 sujets par jour, ce qui va donner l'impression fausse, que on est saturé d'homicides dans ce pays, et que donc c'est un pays qui est en mexicanisation, qui est à feu et à sang, etc. Par exemple, attendez, je vais vous retrouver le truc, voilà. Si on part sur environ 800 par an, mais ça ne serait pas beaucoup plus même en faisant 1000, ça correspond à 0,0012% de la population française. Donc c'est objectivement, quantitativement, très faible. Et je vous disais tout à l'heure, je vous citais la prévalence en quelque sorte. Oui, c'est ça, la prévalence statistique de la victimation, c'est-à-dire quelle est la proportion de la population qui n'est pas touchée par les phénomènes dont on parle. Donc ça va être les vols, les violences physiques, les violences sexuelles, etc. Et on est systématiquement à entre 95 et 99% qui ne sont pas touchés. Donc oui, c'est faible. Attendez juste. Sur un an, c'est pas si faible. En fait, alors, 5% de la population, c'est beaucoup. Sur un an, si à chaque année vous avez 5% qui est victime, parce que ce sont des choses graves, je vais vous le dire vous avez 400 000 coups et blessures officiellement recensés. Vous en avez 3 fois plus en réalité, d'après les enquêtes de déclaration. Oui, mais 400 000, c'est quoi? 400 000 officiellement, 400 000, c'est moins de la moitié on parle de des plaintes déposées. Sur une population à 70. On parle des plaintes déposées, en réalité, vous en avez 1,2 million. Chaque année. 1,2 million, ça fait beaucoup de coups et blessures. Sur quoi pour dire que c'est 1,2 million?
coups et blessures. Vous parlez des enquêtes de victimation ? Oui, les enquêtes de victimation montrent que pour 400 000 coups et blessures, vous avez 3 fois plus de coups et blessures déclarés. Moi, je veux bien, mais ce que j'ai sur les violences physiques, c'est qu'on a 98,9% de la population qui n'est pas touchée. Oui, mais là, vous partez sur... Mais pourquoi je parle en pourcentage ? Je parle en pourcentage parce qu'effectivement, 100 000, c'est impressionnant si on est un pays où il y a 100 000 habitants. Mais si on est un pays où on est quasiment 70 millions, bah oui, à un moment, c'est un ratio. Vous voyez ? Oui, mais et donc, ça reste faible. Mais ce ratio est beaucoup, beaucoup plus grand qu'il y a 30 ou 40 ans. Il est 6 fois plus grand, précisément. C'est 6 fois plus, c'est beaucoup. Moi, je ne me base pas sur les plaintes. Il y a quelques années, effectivement, vous aviez assez peu de morts par coup de couteau, comme ça, en sortie de boîte de nuit. Là, maintenant, vous en avez beaucoup chaque année. Non, pas beaucoup. Ce nombre augmente. Non, ce n'est pas beaucoup. Vous avez énormément de coups et blessures à l'arme blanche chaque année en France. Énormément. Beaucoup. Parce que les violences physiques et les coups de couteau en font partie. En enquête de victimation, excusez-moi de vous le dire, ça ne concerne pas 98,9%. Moi, je pense que dans un pays développé comme le nôtre, 1,2 million coups et blessures par an déclarés, coups et blessures. C'est pas simplement il m'a frappé, j'ai pas été coups et blessures constatés. Moi, je pense que c'est considérable et que ça n'était pas du tout le cas dans les années 50. Et là, toutes les études montrent ça, que ces chiffres sont absolument sans commune mesure. Pour le coup, je pense pas que la société traditionnelle ait pété les plombs, pas du tout. Je pense au contraire qu'elle, effectivement, supporte de moins en moins la violence. Que peut-être, et là cette sensation qu'on vit des violences bien pires que ce qu'elles ont été avant, mais il y a statistiquement des faits qui leur donnent raison très massivement. Je vais vous donner un autre exemple dans ce cas-là. Quand des policiers ou des gendarmes se font tuer, d'accord ? C'est un phénomène dont on a l'impression, si on regarde la télé, que c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement. Bon, il se trouve que c'est faux. C'est-à-dire que les policiers et gendarmes qui meurent dans l'exercice de leur fonction, de mémoire, c'est une 20aine par an. Et dedans, il y a ceux qui ont un accident de bagnole et ça n'a rien à voir avec le fait de se faire... Il y a quand même énormément de blessés aussi. J'entends bien, mais j'ai juste... Vous allez me demander de définir énormément, mais... Non, mais ok, je vais pas... C'est juste sur l'effet de loupe médiatique. C'est ça mon sujet. C'est que si j'en ai 10, 12, ce qui est une estimation raisonnable, pour le coup... policiers ou gendarmes qui se font carrément descendre dans l'exercice de leur fonction. Je peux avoir un battage médiatique dessus une fois par mois en moyenne. Je dis pas que... Non mais je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse là. Je suis en train de vous dire que on a un effet de loupe dont le public est demandeur. Vous savez bien que n'importe quel... Il y a un public disponible pour ça. N'importe quel matériau bien sûr, les viols de Mazan, d'actualité qui fera l'actualité sera... Enfin, les viols de Mazan, ou je sais pas... oui, mais est-ce que les viols de Mazan permettent de déduire qu'il existe une population masculine massivement disponible à ce moment-là, sur tous les raisonnements, je sais pas, la grève des cheminots, les SDF qui meurent de faim, sur tous les sujets, on peut vous répondre que c'est anecdotique puisque ça concerne une petite partie de la population, donc ça ne mérite pas un sujet médiatique. Ça ne mérite pas de considérer que le phénomène soit massif, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Et le phénomène n'est pas massif. Un exemple de phénomène massif, le chômage. Le chômage est un phénomène massif puisqu'il touche de mémoire quelque chose comme 10% de la population active. C'est pas énorme, on peut vous dire. Non, 1 sur 10. Tant que c'est pas... On devrait comparer le niveau de médiatisation des problèmes d'insécurité et le niveau de médiatisation des problèmes de chômage, alors que dans un cas, ça touche une personne sur 100, l'insécurité, et que dans un cas, ça touche une personne sur 10. Donc vous voyez, parce que si ça, c'est violer ou tuer ou planter, c'est pas exactement la même chose du point de vue du public aussi, on peut le comprendre. Mais en termes de phénomènes qui touchent ou pas quantitativement la population, on constate, à mon sens, un biais de type effet de loupe sur les sujets d'insécurité au détriment des sujets économiques et sociaux alors qu'ils touchent plus de monde. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie sur la démocratie. Laurent Burton, en face de vous, Thomas Guénolé a publié un manuel de résistance à l'extrême droite et appelle à interdire le parti du Rassemblement national. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors moi je trouve que c'est plutôt bien que les choses soient clairement énoncées parce que souvent je trouve qu'il y a une hypocrisie sur ce sujet en général, c'est que
la démocratie, la République fait croire au peuple qu'il est souverain et qu'il peut disposer comme il l'entend de ses terres et de son destin. Et moi, j'ai toujours pensé qu'au bout de la pensée de gauche, en général, il y avait cette idée de confisquer au peuple sa souveraineté, sur le point de vue migratoire notamment. Donc là, au moins, je trouve que, vous le dites clairement, le Front National n'a pas existé parce que ce parti a une ligne anti-immigration, il me semble, enfin ça c'est, vous allez peut-être préciser votre pensée là-dessus, mais en gros, toujours est-il que vous voulez censurer le peuple en quelque sorte. C'est-à-dire il peut avoir un parti, c'est pas voilà, il peut avoir son opinion du moment qu'il vote pour ceux qui pensent comme vous. Non, mais c'est pas la même chose. C'est à peu près ça quand même. Ah non. Les gens votent ce qu'ils veulent dans le champ qui est autorisé par la loi. Dans le champ qui est autorisé par la loi. Mais c'est le cas à l'heure actuelle, je vous signale. C'est le cas à l'heure actuelle. Ah oui, mais les gens votent ce qu'ils veulent dans le champ autorisé par la loi. Donc, alors, simplement, la loi n'est pas appliquée, hélas, et donc le Rassemblement national n'est pas interdit alors qu'il devrait l'être. C'est pareil d'ailleurs pour Reconquête. À ce moment-là, est-ce que moi je devrais être interdit ? Vous Oui. n'êtes pas un parti politique. Vous non, êtes pas mais une association. Donc il n'y a pas de problème. Je tiens des propos qui devraient être interdits d'après vous, non ? Je sais pas. Où est-ce que vous fixez le critère ? Non, bonne question. Réfléchissez-y. Oui, je peux y réfléchir. Je vous avoue ne pas m'être posé la question, pour être franc avec vous. Je me suis posé la question pour le Rassemblement national en termes de dangerosité, parce qu'on parle d'un parti qui s'apprête potentiellement à prendre le pouvoir. Ce n'est pas votre cas. Donc votre cas, si vous voulez, me semble beaucoup moins prioritaire, et je vous dis ça sans offense. Mais voilà. Pas de problème. Donc, interdire le RN, voilà le raisonnement. D'abord du point de vue de la légitimité démocratique de cette idée d'interdire le RN. L'enquête Fracture française du Cevipof, la dernière édition en date, 2024, donc vous connaissez cette enquête, c'est une enquête massive sur la population, où ils en sont, sur ce qu'ils pensent de ceci ou de cela. Pour un Français sur deux, le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. Ils le disent comme ça. Sur la France insoumise, c'est 67%. C'est vrai. Mais là, je vous prends, même étude, je vous prends au global, parce que moi, je ne suis pas particulièrement de la France insoumise. Non, mais je dis ça en gauche, passant. Voilà. Donc, si c'est le pourcentage de la population qui décide... Je suis en train de vous faire c'est une brique dans le raisonnement. Ça ne suffirait pas. Donc, pour un Français sur deux, le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. Bon, s'il est dangereux pour la démocratie, il faut l'interdire, ça paraît logique. Deuxièmement, du point de vue de la philosophie politique. Donc du point de vue, là, pour le coup, on est dans l'ordre du raisonnement et non pas dans l'ordre de l'acclamation de la population, si vous voulez. Vous avez en 1945 un philosophe autrichien qui s'appelle Karl Popper, qui a écrit un livre qui maintenant est un classique, qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », dans lequel il a théorisé ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Son interrogation, c'était, lui-même étant autrichien et écrivant ça en 1945, si vous voulez, les choses sont assez connotées, la démocratie de la République de Weimar, elle a toléré les nazis, et la démocratie de Weimar, elle a été détruite par les nazis, une fois que les nazis sont arrivés au pouvoir. Elle a fait ce qu'elle a pu. C'est un peu plus compliqué que ça. Elle ne les a pas interdits. C'est ça, elle ne les a pas interdits. Et ils ont fini par se retrouver au pouvoir, et quand ils se sont retrouvés au pouvoir... Ils ont été interdits dans certaines régions, enfin c'était plus compliqué que ça, vraiment. Non mais à un moment, ils sont bien arrivés au pouvoir, ils se sont bien présentés en toute légalité aux élections, ils ont fini par gagner, et quand ils ont gagné, ils ont fait péter la démocratie. Je ne suis pas sûr du tout que les interdire ait suffi. Non mais... Hitler a fait de la prison. Oui, tout à fait. Je ne vous dis pas que c'était un chemin semé de pétales de rose, c'est pas ce que je vous dis. Mais je vous dis juste que le parti n'a pas été interdit. Et la leçon que Popper tire de ça, c'est qu'il récuse l'idée d'une tolérance illimitée de la démocratie envers les différents partis politiques. Une société démocratique tolérante sans aucune limite sera probablement, dit-il, un jour détruite par les intolérants qu'elle tolère. Et donc, mais toute la question, elle a la limite de cette tolérance. C'est une question. Et donc, je la pose comme ça, parce que je suis d'accord avec vous, il faut être sérieux sur ces sujets-là, et il faut être franc du collier, je vais dire. Et donc, la démocratie doit tolérer tous les partis, sauf ceux qui sont eux-mêmes gravement intolérants. Eux, il faut non seulement les interdire, mais aussi les démanteler. Alors, le Rassemblement national est-il dangereusement intolérant ? Moi, je réponds oui, parce qu'il parle de manière tout à fait claire. Il parle de ce qu'il appelle la submersion migratoire, ce qui est un synonyme de grand remplacement. C'est-à-dire que les Arabes et les Noirs nous envahissent, et ça, c'est de l'incitation à la haine, et c'est dangereusement intolérant. Là, vous interprétez beaucoup. Ah non, mais je vous dis... Il me semble en plus que le grand remplacement... Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je déroule juste le raisonnement après. Et je termine du point de vue du droit. C'est que vous avez l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui est un héritier lointain, puisque vous aimez l'histoire comme moi, manifestement. C'est un héritier lointain de la loi de 1936 sur les ligues factieuses d'extrême droite. Donc maintenant c'est l'article L212-1. Le gouvernement peut dissoudre des associations, donc des partis, puisque les partis sont des associations, pour certains motifs bien précis. Et l'un des motifs en question, c'est
je cite, propager des idées et théories tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur soi-disant race ou de leur religion. Quand vous parlez de submersion migratoire, qui est encore dans le programme de Marine Le Pen en 2022, c'est écrit comme ça, vous êtes bien en train de dire que une certaine catégorie de notre population, c'est une 5e colonne qui est en train de nous envahir pour nous prendre notre pays. Et ça, c'est de l'incitation à la haine. Et donc, sur ce motif, sur ce fondement-là, en droit, je propose effectivement d'interdire le rassemblement national. Je pense justement que... c'est le raisonnement. Non, mais j'entends le raisonnement, mais pour moi, tout a été fait justement. Tous les prétextes ont été bons. La démocratie, pour moi, se résume à tenir le peuple éloigné du pouvoir le plus possible. Et quoi, alors on va mettre en place tous les artifices du droit. Non, mais c'est un constat que je fais. Je ne dis pas que j'ai la clé vers le régime parfait. Je pense que juste notre régime-là est extrêmement mauvais. Et absolument tout montre qu'aujourd'hui, le citoyen français est complètement dépossédé de son destin. Il se fait tondre. Le seul choix qu'on lui laisse, c'est de choisir l'équipe qui va le tondre. Mais apparemment, votre argumentaire est assez éloquent. On va trouver les moyens juridiques, légaux, moraux pour l'empêcher de reprendre le contrôle de son destin. Simplement en disant, on se base sur du droit, on se base sur la morale, on se base sur un tas de choses pour vous expliquer ce qui est bien pour vous, et puisque vous votez mal, eh bien on va vous interdire de voter pour tel ou tel candidat, parce qu'il n'est pas comme nous. Et à partir de là, vous avez le mérite d'admettre que la démocratie n'existe pas. Moi, je ne pense pas que la démocratie existe. Mais là, officiellement, c'est officiel. Vous admettez qu'elle n'existe pas. Et encore une fois, je préfère ça à l'hypocrisie actuelle. Vous extrapolez un peu, je trouve, beaucoup. C'est-à-dire que vous transformez la proposition d'interdire un parti en le refus de la démocratie. C'est pas le même sujet. Pour moi, je propose rien de plus. Pour moi, justement, le contrôle de l'immigration est la chose la plus importante, le devoir le plus important qu'il incombe à un peuple. Et on y oppose aujourd'hui ce droit extrêmement artificiel, ce château de cartes administratif où tous les moyens possibles, les juridictions, les conseils constitutionnels, les machins, etc., pour que le peuple ne puisse plus se prononcer. Il a été désarmé, il a été conditionné moralement pour accepter ça. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Le Conseil constitutionnel qui a censuré un projet de loi sur l'immigration qui était, à mon sens, ridicule. Moi, j'irais beaucoup plus loin que le Rassemblement national sur les questions de l'immigration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que, évidemment, si on commence à interdire ce parti-là, d'ailleurs, sur ses positions strictement sur l'immigration, si vous faites un sondage d'opinion, vous en parlez tout à l'heure, il s'avère que même les sympathisants de gauche soutiennent cette vision extrêmement sceptique des bienfaits de l'immigration, y compris les sympathisants et les filles. Quand on raisonne en termes programmatiques, il y a un monde entre un bout du spectre et l'autre sur ce qu'on souhaite comme régulation. La position de la nécessaire régulation de l'immigration, elle est majoritaire de manière écrasante dans ce pays, je vous le concède, et en fait, c'est une position que je partage. Moi, je ne suis pas freeborder, vous voyez, je pense suis pas pour le bordel. Il y avait un sondage récemment sur le grand remplacement, il s'avère qu'une majorité des Français partageaient cette vision. Vous dites complotiste d'extrême droite, incitant à la haine. Le problème, quand vous avez une majorité de la population qui adhère à ça, non. Mais puisque vous l'évoquez, c'est effectivement une théorie du complot, oui. Une théorie du... Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une théorie du complot. J'ai un petit peu de mal à comprendre ça suppose l'existence d'une conjuration délibérée. Ça suppose une intentionnalité. Alors, je ne crois pas que Renaud Camus l'ait jamais défini comme tel. Il a constaté un mouvement migratoire et il n'a pas dit que derrière il y avait des cabinets occultes qui... Non, il n'a pas parlé de cabinets occultes, mais il a parlé bien... En tout cas, il a parlé d'une intention collective. À partir du moment où l'administration l'organise, comme on le disait... délivre les titres de séjour, délivre les visas de plus en plus. Une autre théorie du complot qui, elle, suppose qu'effectivement, là, pour le coup, c'est de mémoire, c'est les autorités de l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne qui organisent délibérément un grand remplacement. On ne sait pas trop quel est leur intérêt, mais admettons. En tout cas, aujourd'hui, 25% des naissances des nouveau-nés sont issus directement de l'immigration extra-européenne. Le quart des naissances, on était à peu près à 0% il y a 60 ans, à peu de choses près. C'est un phénomène... Sur quoi vous vous basez pour dire ça ? C'est l'INSEE, simplement. C'est un phénomène extrêmement nouveau, extrêmement rapide. Après, voilà, 25% des naissances, c'est une certitude. Et si vous remontez sur toutes les générations, on va frôler les 40% à peu près de mémoire. Donc c'est très important, c'est un phénomène massif.
En tout cas, si l'administration française ne le souhaite pas, disons que c'est bien limité, parce qu'en tout cas, elle le laisse faire. C'est un constat. Et nos élites qui sont censées diriger le pays, qui le gouvernent depuis des années, nous ont toujours expliqué que c'était une chance et que cette immigration était nécessaire. Ça, c'est pas une théorie du complot de constater ça. Ça, c'est un débat plus large, mais sur la démocratie, là-dessus, mais est-ce que le peuple est pris en compte? Est-ce qu'il est entendu? Et est-ce que, comme Laurent Burton, vous considérez que ce système est désuet, si je paraphrase? Alors, je reviens à l'enquête Fracture française du CEVIPOF en 2024, parce que elle nous donne un état des lieux de ce que pensent les Français là-dessus, majoritairement en tout cas, ou dans des minorités substantielles. Et vous avez à peu près un tiers des Français qui pensent que, 35% pour être précis, qui pensent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour entendre la gravité de ce que je viens de dire. 35% des Français pensent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie, c'est-à-dire notamment la dictature. C'est le cas de 50% des électeurs du Rassemblement national. Mais c'est pas du tout. C'est juste là, extrêmement logique. Je suis dans l'ordre du constat. Et même, je trouve que les chiffres sont encore assez bas. Vous trouvez que c'est logique, c'est-à-dire que oui, parce que on leur explique depuis des années que le mépris total qu'on a de leur avis sur le sujet de la sécurité, de l'immigration, les persécutions fiscales, etc. Leur avis a été, on sait plus qu'essuyer les pieds sur eux depuis des décennies. Et ils ont parfaitement saisi le message. Maintenant, vous proposez d'interdire leurs moyens d'expression politique. Non, c'est pas ma proposition. Si on parle de régime politique, c'est pas ma proposition. Non, mais en tout cas, ils ont saisi le message. Ils se rendent compte ils n'ont pas les moyens que cet État les a dépouillés et continue à les dépouiller. C'est un administrateur de privilèges. Ça n'a absolument plus rien d'une démocratie. En tout cas, ils en sont les perdants absolus. Donc évidemment, c'est même pas une critique de la démocratie dans son sens originel, c'est la critique de ce qu'ils ont sous les yeux, de cette espèce d'État monstrueux qui est en train d'emmener le pays par le fond, qui n'est incapable de se réguler lui-même, et c'est ça, c'est à mon avis, c'est ça qu'ils veulent dire par là. Pardon, mais si on part sur l'extra-bureaucratie ou sur des sujets comme ça, là, on entre sur d'autres débats. Je veux bien les avoir, mais pour rester sur l'enjeu démocratique... Non, mais j'entends bien. Leur position est motivée par ça, je veux dire. Je dis juste sur le raisonnement. Vous avez 63% des Français qui vous disent que la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Voilà. Bon. Vous avez 78% qui disent que leurs idées, à eux, ne sont pas bien représentées dans le système politique français tel qu'il fonctionne. 78%. Oui, mais la politique n'est qu'une machine à corrompre aujourd'hui. Et 83% disent que les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels. Donc, moi, ce que j'en déduis, si vous voulez, quand on en est à ce niveau-là de diagnostic, et que vous avez en plus un tiers des Français qui, en gros, sont plus ou moins pour la dictature, c'est que la démocratie représentative, fondée sur 2 piliers, les partis politiques, 2, les politiciens professionnels, ça ne marche plus. Alors là, amen. C'est ce que je développe dans mon dernier livre, Guerre aux éditions Magnus, entre parenthèses. On avait dit qu'on faisait pas de placement de produits. Mais non, je déconne. Mais effectivement, la politique, à mon avis, fait beaucoup de mal à ce pays parce que c'est l'administration, la distribution de privilèges, donc la création de groupes d'intérêts concurrents, etc. Et c'est assez catastrophique. Donc je pense qu'il faudrait réduire considérablement le pouvoir des politiciens, cette logique de parti, ce cirque qui, à mon avis, est extrêmement coûteux et nuisible. Alors là-dessus, moi, par quoi on remplace la démocratie représentative, je ne souhaite évidemment pas qu'on la remplace par une dictature. J'ai 4 propositions précises. La première, c'est qu'on passe au vote obligatoire. Le vote, de mon point de vue, c'est quelque chose que j'assume complètement, c'est pas un droit, c'est un devoir. Le citoyen a un boulot, bénévole en plus. Le citoyen a un boulot, une fonction politique, qui est d'aller voter. Le vote obligatoire. Deuxièmement, ce que les Gilets jaunes appelaient le RIC-CARL, référendum d'initiative citoyenne, constitutionnel, abrogatif, révocatoire, légiférant. Ce qui veut dire en clair que le référendum d'initiative citoyenne, avec une pétition avec un seuil très faible, contrairement au foutage de gueule actuel, donc comme en Suisse, on aura un seuil très bas pour pouvoir déclencher un référendum sur, en gros, n'importe quoi. On veut changer la Constitution, on veut changer une loi, on veut virer quelqu'un en tant que responsable politique, on peut, par référendum, en déclenchant une pétition. C'est le RIC-CARL demandé par les Gilets jaunes. Troisièmement, je propose que l'Assemblée nationale, dorénavant... Alors d'abord, on dégage le Sénat, ça n'existe plus.
Ça sert à rien, ça coûte une blinde. En plus, il est de droite. En plus, il est de droite, mais ça c'est un bonus si vous voulez. Mais je trouve, en fait, ça ne sert à rien. Puisqu'en cas de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, l'Assemblée a le dernier mot. Donc le Sénat, c'est un truc cher et qui sert à rien. Enfin, il n'y a pas que ça qui sert à rien. Si vous voulez enlever tout ce qui sert à rien... Oui, le Conseil économique et social, par exemple. Mais oui, une Assemblée nationale, pour moi, elle doit être composée de 500 citoyens tirés au sort. Et non pas de politiciens professionnels. Et ce sont ces 500 citoyens tirés au sort, on appelle ça la stococratie, qui est une forme de démocratie, historiquement. Il n'y a pas que l'élection, il y a aussi le tirage au sort des citoyens. Et donc, une Assemblée nationale de 500 citoyens tirés au sort, on n'a plus du tout de politiciens professionnels. C'est eux qui débattront et établiront les lois. Le chef de l'État, le patron auquel obéit le gouvernement, ce sera cette Assemblée. Comme à l'époque de la Première République française, où le chef de l'État, c'était l'Assemblée. Mmh. Et enfin, le gouvernement, donc, sera un gouvernement collégial, aux ordres, j'ai bien dit aux ordres, pas sous contrôle, aux ordres de cette Assemblée citoyenne. Moi, c'est ça que je propose. Il me semble que ce serait un système plus intéressant et plus efficace qu'une démocratie représentative qui n'a effectivement de représentative que le nom, en raison du fonctionnement inhérent aux partis politiques et aux politiciens professionnels. Moi, c'est ça que je mets sur la table Ça peut difficilement être pire que ce qu'on a actuellement. Et après, le problème, c'est que ce soit une assemblée de 500 citoyens tirés au sort ou que de 500 députés professionnels, entre guillemets, parce qu'ils le sont de moins en moins, on aura quand même toujours ce système, si on octroie à la politique le droit de créer des privilèges délirants. On a parlé de corruption tout à l'heure, mais pour moi, le pire est toujours légal, et de créer des organismes qui servent à rien, ou même qui servent très vaguement à quelque chose. L'Assemblée citoyenne, une des premières choses qu'elle fait, c'est de dégager tous les privilèges d'un certain nombre de dirigeants, parce que c'est un truc que les citoyens de toute obédience ne supportent pas. Mais c'est pas seulement les dirigeants, c'est n'importe quel avantage qui va être octroyé à tel ou tel, à tel groupe, à tels individus, n'importe quel... je parle pas que des avantages sociaux, mais des niches fiscales ou je sais pas quoi. Si on veut une société à peu près apaisée, il faut cette égalité radicale pour le coup. Vous êtes communiste, je sais. Non, mais attention. Laurent Burton est communiste. J'ai pas dit l'égalité des individus. Moi, je suis moins radical que vous. J'ai pas dit l'égalité des individus. Moi, je suis banalement socialiste. J'ai dit l'égalité radicale devant la loi. C'est-à-dire que l'État n'a pas à donner à qui que ce soit plus qu'à n'importe quel autre. Oui, communiste égalitaire, carrément. Non, mais le communisme, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est vraiment le contraire du communisme. Je vous écoute. C'est assez amusant que vous le... C'est une blague. Mais voilà, je pense que l'État qui absorbe tout et qui entraîne ce pays par le fond doit nous laisser respirer, ça c'est clair, d'une manière ou d'une autre. Ça se passera pas comme on le veut, ça va nous échapper. Quand malheureusement tout va s'écrouler, puisque tout va probablement s'écrouler. Et c'est là qu'il faudra... il y a de bonnes chances quand même. Non, d'un point de vue écologique, c'est malheureusement probable. Et c'est là, je ne parle même pas que de l'écologie, mais l'économie viendra avant, à mon avis. La préoccupation écologique redeviendra tout à fait secondaire dans les prochaines années, à mon avis. Alors, c'est la conclusion de ce débat que je voudrais qu'on aborde. Vous venez de dire tout va s'écrouler, on vient de parler de corruption, vous avez parlé des gilets jaunes, etc. Est-ce qu'on est à l'aube d'une guerre civile ? Non. Alors ça dépend. Si tout s'effondre, ça se passera pas bien. Mais guerre civile, ce sont des camps constitués. C'est toujours pareil. Ce sont des camps constitués qui s'affrontent. Moi, je vois plus ça comme une guerre, la prolongation de la guerre de tous contre tous, à laquelle on assiste aujourd'hui par des moyens politiques, par le spectacle de l'actualité. Si évidemment ce système s'effondre, ce sera par d'autres moyens, mais ce ne sera pas une guerre civile au sens traditionnel, le camp des bonnets rouges contre les gilets blancs, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Ce sera beaucoup plus bordélique que ça. Alors, si la question est va-t-on vers une guerre civile, est-on à l'aube d'une guerre civile, je réponds non, parce que je n'y crois pas à court terme dans les pays riches. Pourquoi ? Parce que les gens vont suffisamment bien pour ne pas aller jusque-là. J'ai bien dit s'il y avait un effondrement du système. Je ne suis pas en train de dire que ça va nécessairement contre ce que vous exposez, je dis juste, ça c'est ce que moi je pense.
y a-t-il risque de guerre civile dans les pays où il y a particulièrement énormément de pauvreté, de souffrance, etc. Oui, en fait, c'est même pas un risque, c'est que c'est déjà le cas. Plus vous êtes dans des pays où la pauvreté règne, plus vous avez de la guerre civile, des États effondrés. La corrélation, elle est très claire pour le coup. La Somalie, l'Afghanistan, tout ce que vous voulez. Alors, si on se projette à plus long terme, je pense effectivement qu'on va... Alors, on sort de notre sujet stricto sensu, mais ça peut faire une conclusion intéressante. Je pense que ce qui décrit le mieux l'avenir des pays riches à moyen terme, c'est le genre de science-fiction qui s'appelle cyberpunk. Voilà, je renvoie les gens à tout ça, Ghost in the Shell et compagnie. Et si on raisonne à plus long terme, malheureusement, je suis désolé de dire ça, vraiment. Je pense que des choses comme Mad Max Fury Road ou comme le genre de science-fiction post-apocalyptique en général voit juste sur ce qui attend non pas nous, générationnellement, mais plutôt la génération de nos enfants. Je pense effectivement que pour des raisons de finitude écologique et de surexploitation des ressources, de surpollution, etc., nous allons vers une situation où des affrontements, des sociétés très dures, du fait d'effondrements. J'adhère effectivement rationnellement, pas par foi, j'adhère rationnellement à la conclusion du rapport Meadows sur les limites de la croissance qui dit que approximativement vers 2060-2070, on a un effondrement écologique dont la conséquence est, là pour le coup, la vraie guerre de tous contre tous dans une situation post-apocalyptique. Ça, je le pense, j'espère de tout cœur, pour ma fille en réalité, j'espère de tout cœur avoir tort. Je serais plus prudent que vous sur cette apocalypse écologique, à mon avis. Je vois plus long terme que ça, mais je pense que l'effondrement économique m'apparaît beaucoup plus proche et beaucoup plus brûlant, en tout cas en ce qui nous concerne. Non, c'est pas dans super longtemps, mais je pense que d'ici là... On le verra depuis notre EHPAD. Oui, ça c'est sûr. Enfin, de notre EHPAD, s'il y en a encore. Ce qu'il en reste. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.